beaucoup. Alors, je voudrais qu'on vienne à la table ronde maintenant. Nous allons parler de bâtiments et bâtiments neufs et de la place du solaire thermique dans le bâtiment neuf, le zéro énergie même, comme on nous l'a annoncé au niveau européen. J'aimerais que Eva Haus, Valérie Laplagne, David Le Bagné et Olivier Godin viennent à la tribune pour pouvoir commencer à discuter de ce sujet. Donc je vais partir de David Le Bagné, qui est responsable d'affaires du pôle construction de Pouget Consultant, bureau d'études. Madame Eva Haus vient de la Commission européenne. Elle est policy officer de la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Valérie Laplagne est responsable chaleur renouvelable, pompe à chaleur, solaire et biomasse d'Uniclimat, le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Et Olivier Godin, que je ne vous représente pas, que vous connaissez bien. On va peut-être partir du niveau européen avec vous, Madame Eva Haus, sur la question du bâtiment et reparler de ce fameux directive qui exige que tous les nouveaux bâtiments soient Nearly Zero Energy Buildings à l'horizon 2020, fin 2020, donc c'est dans 12 mois à peu près. Que dit la directive et quelle pourrait être la place du solaire thermique dans ces bâtiments? Est-ce qu'il y a des obligations de moyens, par exemple? Vous avez un micro devant vous. Alors, il faut essayer de le porter au menton et de ne pas tenir l'antenne qui est au bout du micro ici, pas toucher l'antenne. Donc, c'est bien maintenant? OK. Donc, en effet, la directive dit que les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi zéro, nulle, seront la norme à partir du 1er janvier 2021. Donc, oui. Donc, c'est dans très, très prochainement. Donc, ça se définit que c'est un bâtiment qui a une consommation très, très basse. Et cette très petite consommation doit être fournie par les renouvelables dans une très très grande mesure, donc avec l'énergie renouvelable. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il y a un niveau de consommation qui a été établi ou est-ce qu'on laisse aux États membres le soin de définir leur propre niveau? Parce que d'après ce que j'ai compris, en France, NZEB, donc Nearly Zero Energy Building, est interprété comme BBC, donc à peu près à 50 kWh par mètre carré par an. Oui, donc c'est aux États membres de définir le niveau de consommation exact. Et ça peut aussi varier en fonction du type de bâtiment. Effectivement, le 50-55 kWh par mètre carré, c'est à peu près ce qu'on voit en général. La plupart des États membres a défini NZEB comme ça. Il y a des États membres qui ont mis la seuil un peu plus haut. Un peu plus haut ou une exigence plus importante, vous voulez dire? Non, moins importante. Moins importante. Donc c'est déjà assez ambitieux. Mais en tout cas, la directive ne précise pas exactement le niveau de consommation. C'est une décision que les États membres peuvent prendre eux-mêmes en donnant considération au parc du bâtiment ce qu'ils ont dans leur territoire. Alors, est-ce que ça peut relancer le solaire thermique au niveau européen, cette législation? Est-ce qu'il y a eu des effets sur le solaire thermique? Oui, bien sûr. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les États membres sont un peu en retard pour préparer à cette transition qui sera très, très importante pour les bâtiments parce que le parc, les bâtiments en ce moment en Europe et même la nouvelle construction en général ne correspond pas à ces grandes ambitions. Donc, en tout cas, au fur et à mesure qu'on approche cette date, les États membres et les autorités seront
chercheront de plus en plus intensivement des technologies et des solutions. Et je pense que la chaleur solaire thermique sera une des choix que pratiquement les États membres et les gens qui vont construire des nouvelles maisons pourront faire, parce que, en effet, comme c'était déjà dit, c'est une des solutions des plus économiques en termes de chaleur renouvelable. Est-ce que le solaire thermique est mieux considéré au niveau de la Commission et de votre direction qu'en France, où il est encore parfois, il passe un peu encore sous les radars, comme disait Olivier Godin? Quelle est la place un peu du solaire thermique dans vos discussions, dans vos considérations? Donc, je suis responsable pour la solaire thermique. Donc, moi, j'apprécie beaucoup cette technologie. Mais en effet, toutes les politiques énergétiques européennes sont neutres en tant que le choix de technologie, le choix de la solution. Donc, c'est vraiment laissé aux États membres, au marché. Mais en effet, le problème que je vois, que le solaire thermique, ça vraiment passe sous les radars. Aujourd'hui, la part du marché dans la chaleur renouvelable, c'est 2,1%. C'est vraiment très, très bas. Si on considère que c'est déjà une solution rentable, économique, c'est vraiment quasiment assez bon marché, surtout si on regarde l'eau chaude, la production de l'eau chaude. Aussi, il y a des technologies qui permettent de couvrir le chauffage d'une maison 100% par le solaire. Mais tous ces avantages, toutes ces opportunités et ces solutions ne sont pas suffisamment mises en relief. Et ça, c'est vraiment un problème parce que si on considère maintenant que nous avons le cadre Clean Energy Package jusqu'au 2030 qui pose des objectifs très, très ambitieux en termes des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Donc, il y aura vraiment besoin des solutions performantes et rentables. Et si l'industrie, la filiale, ne bouge pas suffisamment et rapidement assez, il y aura une impression dans le public que d'autres solutions sont plus importantes, qui ne sont nécessairement, ce qui n'est nécessairement pas le cas. Parce que si on pense que il y a des projets de produire, par exemple, des gaz synthétiques à partir de l'électricité solaire, électricité du vent, parce qu'il y a là beaucoup d'étapes de transformation énergétique, ce n'est pas vraiment efficace. Donc, il y a besoin des solutions pour la chaleur renouvelable qui sont très, très efficaces. Vous avez mentionné, ou une des prédécesseurs a mentionné que c'est 4 fois plus efficace que photovoltaïque. Et c'est vraiment important, et c'est très bon pour l'environnement. Il n'y a pas d'impact environnemental quasiment, beaucoup moins que qui est le cas des autres formes de renouvelables. Donc, on a vraiment besoin de ça. Il faut aussi tenir en compte que maintenant, dans le paquet Clean Energy Package, il y a un objectif numérique pour la chaleur renouvelable de 1,3% d'augmentation chaque année entre 2021 et 2030. Ce que je vois dans les plans énergétiques et climatiques des États membres, que les États membres vraiment cherchent désespérément des solutions qui sont bon marché, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment
comment dirais-je, donc ils doivent prendre en considération que les gens, la population a une limite de budget qu'ils peuvent dépenser pour construire, pour introduire les renouvelables. Donc, on a besoin des solutions bon marché, très efficaces, très performants, et la chaleur solaire, c'est le cas, mais ce n'est pas bien connu. Et il faudrait vraiment que l'industrie fasse des efforts pour promulguer, pour un peu populariser cette solution. On pourra réinterpeller l'industrie tout à l'heure à ce propos, mais est-ce que, quand on regarde les plans d'action des États membres pour 2020, les ambitions étaient assez élevées pour la chaleur atomique, et on se rend compte, d'après les relevés que fait Observer, qu'on arrivera à peu près à la moitié des objectifs pour 2020 en cumulant tout ce qui a été réalisé, ce qui est projeté pour les États membres. Donc est-ce qu'il n'y a pas du côté de la Commission européenne une impulsion nouvelle à donner? Est-ce que par exemple il y aura une composante carbone dans la réglementation, dans une directive bâtiment? Est-ce que ce sont des choses qui peuvent être envisagées? Non, je pense que l'indicateur restera avec l'énergie, si je me souviens bien. Mais ce qui est important, ces trajectoires pour le solaire thermique, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour les États membres. Ce qui est obligatoire, c'est atteindre leur objectif renouvelable avec les moyens qu'ils peuvent. Donc, ce n'est pas déterminé quel secteur doit fournir ça. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est maintenant déjà dans une logique de 2030. Donc, là, il y aura une augmentation de l'ambition, en tout cas, déjà dans la législation. Et si on regarde que la nouvelle présidente de la Commission vient d'annoncer qu'on voudrait aller encore plus loin, beaucoup plus rapidement, et que l'objectif, c'est atteindre une économie climatiquement neutre à 2050. Je pense que ce sont des signaux politiques très, très fortes qui vont aussi, qui seront à l'implication de solaire thermique. Mais c'est vraiment pour l'industrie de prendre cette opportunité et de faire en sorte que le solaire thermique aura les 10 ans qui viennent devront être vraiment bien utilisés pour introduire cette solution dans les bâtiments et en général, surtout dans les bâtiments. Aussi, il faut savoir que la nouvelle directive sur l'énergie renouvelable contient aussi une disposition pour que les États membres doivent définir une portion minimale pour les renouvelables dans les bâtiments. Donc, c'est aussi un facteur qui pourrait vraiment aider l'industrie. Donc, je pense que le cadre réglementaire est vraiment très, très favorable pour toutes les renouvelables, mais je pense que pour le solaire thermique aussi. Mais le défi, c'est vraiment de faire les 10 derniers ans qui viennent, aussi bien pour le solaire thermique que c'était les 10 dernières années pour photovoltaïque. Merci beaucoup. On tâchera de prendre quelques questions tout à l'heure. Pour l'instant, on va redescendre au niveau français avec Valérie Laplagne, parce qu'il y a aussi une réglementation qui est en préparation en France.
la réglementation environnementale 2020 qui doit dire comment devront être conçus, enfin quels seront les objectifs posés aux bâtiments neufs à partir de bientôt. La première question que je voulais vous poser, c'est quel est le planning? Quand est-ce que va voir le jour cette RE 2020? Alors bonjour à toutes et à tous. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses et on le regrette. Donc cette réglementation, elle s'appelle réglementation RE pour réglementation environnementale. Donc 2020, donc au départ elle était prévue pour être applicable en 2020 et vraisemblablement ce ne sera pas le cas. Donc pour reprendre un petit peu l'historique de l'élaboration de cette réglementation, ça a débuté par une expérimentation qu'on a appelée expérimentation E plus C-, E pour énergie et C pour carbone, parce que c'est la nouveauté en fait de cette réglementation, c'est tout le volet carbone. Et cette expérimentation, elle a commencé fin 2016, oui c'est ça. Donc ça fait 3 ans. Elle s'est déroulée jusque fin 2018, donc pendant 2 ans. Ensuite, début 2019, s'est déroulée une concertation. Il y a eu des groupes d'expertise, enfin énormément de travail à la fois d'expertise et de concertation pendant les premiers mois de cette année 2019. Et puis depuis, depuis on n'a plus trop de nouvelles, à vrai dire. Donc, ce qui est annoncé pour l'instant, sans trop de précision, c'est alors un groupe applicateur, un groupe modélisateur, c'est-à-dire un groupe de bureaux d'études qui vont faire des calculs pour aider à définir les seuils de cette prochaine réglementation. Ce groupe modélisateur est en train d'être... il y a l'appel d'offres qui est en cours. Donc il sera choisi vraisemblablement d'ici novembre. Il pourra travailler peut-être un peu fin d'année, mais surtout début 2020. Donc des seuils qui pourraient être définis peut-être à partir de mi-2020, et puis une application soit fin 2020, soit en 2021, et probablement par étapes. Donc tout ça, c'est des suppositions, hein, c'est des choses qu'on entend, mais sans certitude. Donc une application par étapes qui pourrait commencer par le bâtiment résidentiel d'abord, et ensuite le tertiaire. Alors qu'est-ce qu'on sait des critères qui vont jouer dans la place du solaire thermique? Est-ce que le moteur de calcul va favoriser ou plutôt défavoriser le solaire comme option dans le bâtiment neuf? Alors, donc les critères, si on parle des seuils, on ne les connaît pas. Par contre, la méthode, on a une petite idée de ce qui a été en tout cas développé dans le cadre de l'expérimentation. Côté énergie, on reste sur une consommation en énergie primaire du bâtiment. Ce qui a été introduit, ce sont les usages spécifiques de l'électricité. Le moteur a été, quand même a évolué, a été augmenté, on va dire. Pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des valeurs, les valeurs pour le solaire thermique sont plus réalistes? Alors j'y reviendrai après sur le solaire thermique, ça a déjà été fait, cette meilleure valorisation du solaire thermique. Donc côté énergie, ce qui est nouveau, c'est la prise en compte de l'autoconsommation, par le photovoltaïque. Au pas de temps horaire. Et puis la nouveauté pour cette réglementation, c'est vraiment le volet carbone, c'est-à-dire une ACV du bâtiment sur toute sa durée de vie, qui comprend les impacts carbone de la construction à la déconstruction du bâtiment et de tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est vraiment le gros morceau de cette réglementation environnementale de 2020. Ensuite, alors après, ça dépendra un petit peu des exigences qui seront mises sur ce carbone notamment. Donc pour les exigences en énergie, pour l'instant, il y avait des seuils indicatifs dans le cadre de l'expérimentation, mais c'est difficile de dire ce qui sera retenu au final. Est-ce qu'on évoque une obligation d'énergie renouvelable dans la Alors oui, c'était évoqué. Il y a un paramètre dans l'expérimentation qui s'appelle le ratio énergie renouvelable. On évoque aussi la chaleur renouvelable. Pour la chaleur également. Voilà. Ouais.
Enfin, toutes énergies renouvelables. Voilà. Oui. Et puis pour le carbone, c'est pareil, on évoque plein de choses. Le carbone total, le carbone à la construction, le carbone exploitation. Donc il y a beaucoup de paramètres et de sous-paramètres. Et pour l'instant, les seuils ne sont pas fixés. Voilà. Alors j'ai lu qu'il y avait quelque chose qui vous déplaisait dans la façon dont étaient menées les négociations, c'était le 6e usage, à savoir la prise en compte des consommations d'électricité spécifiques dans le calcul. Est-ce que ce 6e usage est toujours retenu dans le calcul, et pourquoi est-ce que ça vous embêtait d'avoir ce 6e usage dans la prise en compte de la consommation du bâtiment ? Alors, je mets un bémol, c'est pas que ça nous déplaît, c'est que ce qui nous déplaît, c'est qu'on mette tout dans le même panier. C'est-à-dire qu'on mette les usages thermiques et les usages spécifiques tous ensemble et qu'on mette un seuil sur l'ensemble. Ça, effectivement, en faisant cela, et c'était ce qui était proposé dans l'expérimentation, on a un risque de compensation par le photovoltaïque, notamment, des efforts qui pourraient être faits sur le thermique. Donc c'est préjudiciable notamment au solaire thermique. Le mieux, c'est de séparer les deux. Donc les usages spécifiques seront bien pris en compte et ils sont nécessaires pour valoriser l'autoconsommation. Après, il est important de distinguer les usages thermiques, de mettre des seuils sur les usages thermiques et sur le photovoltaïque, sur l'autoconsommation, pourquoi pas. D'accord. Dernière question, est-ce que du coup, sur l'aspect carbone, le solaire thermique serait plutôt a priori favorisé ? Est-ce que les fiches qui permettent d'évaluer les équipements sont déjà rédigées et prêtes pour le solaire thermique ? Alors, oui, les fiches, il y en a de prêtes. Les équipements solaires thermiques étaient les premiers à faire ce qu'on appelle des PEP. Les PEP, ce sont des déclarations environnementales. Donc, PEP, pour les produits. Profils environnementaux produits, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est l'équivalent des FDES pour les matériaux d'enveloppe. Donc les premiers PEP qui sont sortis, c'était des PEP sur les saisies, donc saisie à point élec et saisie à point gaz. Et puis là sont en cours des PEP sur un capteur solaire thermique et sur un ballon collectif. Ceci afin de les valoriser dans des calculs carbone pour les logements collectifs. Merci beaucoup. Excusez-moi, je fouille dans mes fiches, mais je vous écoute quand même. Oui. Maintenant, on va plutôt... Juste une précision sur la chaleur renouvelable, puisque Madame Eva Haus en parlait tout à l'heure. Il nous paraît important, effectivement, dans cette future réglementation, d'avoir une exigence de chaleur renouvelable parce que ce sont des objectifs que l'on a, notamment à l'échelle du bâtiment. Le bâtiment, c'est le plus gros consommateur de chaleur. On a des objectifs en France de production de chaleur renouvelable qu'on a du mal à atteindre pour 2020 et ils sont encore plus ambitieux pour 2030. Et puis, il est temps, avec cette réglementation, qu'au moins tout le résidentiel fasse des bâtiments neufs avec de la chaleur renouvelable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le logement collectif n'a malheureusement pas de renouvelable. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est bien de se mettre des objectifs, mais il faut aussi se mettre les moyens pour les atteindre. C'est simple, il suffit de mettre une exigence, ça a été fait en maison individuelle. On va passer à David Lebagné pour parler un peu de la vision du bureau d'études sur ces bâtiments neufs. Quel est selon vous l'intérêt et la place du solaire renouvelable, du solaire thermique dans la place du bâtiment de demain, dans le bâtiment durable et zéro énergie ? Donc, bonjour à tous. Pour illustrer la place qu'on voit pour le solaire thermique, la chaleur renouvelable dans la RE 2001, je vais faire une petite présentation de notre vision. Ce n'est pas un avis arrêté, et le but c'est de le présenter ici pour qu'on en discute. Avec deux petits éléments introductifs. Ici, c'est une projection du parc immobilier et résidentiel en France. Et ça, c'est un peu pour répondre aux gens qui nous disent « arrêtez de nous embêter sur le neuf, concentrez-vous sur la rénovation ». Les bâtiments qu'on va construire à partir de 2020, en 2050, totaliseront 8 millions de logements et 20% du parc. Donc il est important qu'on soit exigeant avec ces bâtiments. D'autant plus qu'on sait que sur le parc existant, on va avoir du mal à atteindre des niveaux de performance très élevés, du fait de l'architecture et d'autres sujets. Donc il est important que ce parc soit très performant pour compenser les manques du reste du parc. Ensuite,
il y a je pense que vous avez tous entendu parler de la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, qui est un scénario de transition énergétique multisectoriel, qui confirme qu'on a besoin dans le bâtiment neuf, à partir de 2020, de bâtiments avec une enveloppe thermique très performante et des productions de chaleur performantes qui font appel à la chaleur renouvelable. Donc ça, c'est un fait. Et le solaire thermique a une place importante là-dedans, dans ce sujet notamment, puisque c'est 100% autoconsommé sur place et très efficace. Et de nombreux avantages, je pense, qui seront présentés aujourd'hui. Notre proposition, elle se place dans le contexte que, donc, oui, il faut prévoir une isolation performante et des solutions d'énergie renouvelable. L'enjeu, c'est que les gens qui investissent, qui construisent, nous disent que ça va peut-être coûter trop cher. Donc, dans ce contexte, on a une proposition. Donc, si on ne va pas réussir à tout faire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit nos bâtiments de demain pour que demain, ils puissent évoluer et devenir compatibles avec la neutralité carbone en 2050? Et pour nous, il y a 3 piliers à prévoir dès maintenant. Le premier, c'est une enveloppe performante. On travaille beaucoup dans la rénovation, on voit à quel point c'est compliqué de justifier une intervention d'amélioration de l'isolation. Même quand le bâtiment n'est pas isolé, quand le bâtiment est déjà isolé, c'est d'autant plus compliqué, puisque le coût d'investissement est le même et le gain est moindre. Et donc, on voit clairement que l'isolation des bâtiments RT 2012 et RE 2020, on n'y reviendra pas, on n'y touchera pas, du moins jusqu'à 2050. Donc il faut prévoir dès maintenant, du moins se focaliser sur les éléments comme par exemple la façade et les ponts thermiques de la façade, sur lesquels il est très compliqué d'intervenir après. Une terrasse, ça s'améliore plus facilement. Donc pour nous, il y a un passage obligé fort sur l'enveloppe thermique du bâtiment, avec des exigences de moyens sur le traitement des ponts thermiques et l'isolation. Le deuxième pilier, c'est que, ok, on n'aura peut-être pas les moyens de prévoir les énergies renouvelables, mais il faut penser le bâtiment pour qu'on puisse intégrer des énergies renouvelables le plus facilement possible. Et donc, par exemple, pour la chaleur renouvelable, de dédier une surface en toiture, de réserver une surface en toiture, de prévoir une gaine qui va descendre jusqu'au local technique, de prévoir un local technique assez grand pour intégrer des ballons solaires dans la vie du bâtiment. Parce qu'on sait que d'ici 2050, on interviendra sur les systèmes de production de chaleur au moins une fois. Donc ce sera peut-être l'occasion de réinvestir dans des solutions renouvelables. Et le troisième pilier, qui vous concerne moins directement, c'est d'anticiper le réchauffement climatique et de construire dès maintenant des bâtiments qui seront confortables. Je pense aux épisodes de canicule qu'on a vécu. Donc ça, c'est de le prévoir dès maintenant, parce que la forme du bâtiment, la manière dont il est isolé, les protections solaires, ça aussi, c'est des choses un peu irréversibles. Si on ne les prévoit pas maintenant, la seule manière de combler ces manques, ça va être d'intégrer des solutions de climatisation qui consomment de l'énergie. Voilà, donc ça c'est le minimum qu'il faut prévoir. Bien sûr, si on arrive à embarquer dès le début les énergies renouvelables, c'est très bien, si on a la capacité d'investir. Et ensuite, de quelle manière, pour nous, notre proposition, comment est-ce qu'on pousse la chaleur solaire, comment est-ce qu'on pousse les énergies renouvelables? Pour nous, il faut inciter par un niveau de performance fort, plus que par une exigence de taux d'ENR, puisque les énergies renouvelables ne sont pas une fin, mais bien un moyen pour diminuer les consommations d'énergie. Et je pense qu'il est temps qu'on tire des conclusions de ce qui a été fait avec la RT 2012. Effectivement, en maison individuelle, on a exigé des énergies renouvelables, ce qui a été très très bien pour les filières, qui a permis de développer beaucoup de choses, mais qui parfois a amené à des incohérences. On a complexifié, je ne dis pas que la chaleur solaire c'est trop complexe, mais pour moi il faut amener cette complexité uniquement quand c'est justifié par un niveau de performance global. Et aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, on nous a exigé souvent, dans certains bâtiments, d'amener une énergie renouvelable, alors que le niveau RT 2012 qu'on nous exigeait, c'était pas nécessaire. J'aurais préféré surisoler un petit peu, atteindre ce niveau de performance, faire un bâtiment moins complexe, plutôt que d'intégrer dès le début la chaleur renouvelable. Et donc, pour moi, il faut exiger un niveau de performance fort, le CEP max, qui est l'indicateur de consommation d'énergie du bâtiment. Si on le baisse assez, les énergies renouvelables vont être utilisées pour atteindre ce CEP max. Par exemple, si on prend le label Effinergie+, 90% des bâtiments Effinergie+, font appel à une énergie renouvelable. Ils le font parce qu'on leur demande d'être performants. Et l'autre indicateur, c'est l'impact carbone en exploitation du bâtiment. Comme vous l'avez dit, le solaire thermique, c'est
imbattable. Et donc, si on exige un faible impact carbone des bâtiments, eh bien, les gens feront appel à du solaire thermique. Et puis là aussi, il y a un enjeu de simplification de la définition. On voit qu'il y a beaucoup de débats autour de comment est-ce qu'on calcule ce taux de NR. C'est très compliqué, il y a plein de différentes énergies intégrées. Donc je préférerais qu'on se passe de cet indicateur pour que qu'on garde les indicateurs actuels et qu'on ne complexifie pas les choses. Voilà. Donc c'est pas une position, vraiment pas une position arrêtée, c'est une proposition et je suis intéressé d'avoir. Donc dans le cadre d'une enveloppe limitée, le solaire passe en deuxième. Je crois qu'il y en a un autour de la table ronde qui ne va pas être tout à fait d'accord avec vous. Olivier Godin. Aujourd'hui, ce que l'on voit avec l'arrivée de l'ART, c'est qu'en collectif, le droit à surconsommer de 15% a coupé court au développement du solaire, qui était de près de 60% avant, et qui s'est écroulé après. Parce qu'avec l'ART, il y a un droit à surconsommer de 15%, qui fait qu'aujourd'hui, une maison en collectif, donc un habitat bien isolé, suffit. Ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est que l'optimum aujourd'hui est un bon compromis entre une bonne isolation et un bon système. C'est-à-dire que vouloir tout faire par l'isolation, quand on passe de 10 à 20 cm ou à 30 ou à 40, on l'a divisé par 2, par 3 ou par 4. Sauf que la quantité d'énergie qu'on économise, quand on divise par 2, si je consommais 100, je vais passer à 50. Puis par 3, je vais passer à 33. Et puis à 25. Donc la première 100 mm qu'on rajoute, on économise 50. La deuxième, 33, la deuxième passe de 50 à 33, donc 17. Et puis la dernière, 8. Donc on voit que c'est une exponentielle et que vouloir tout faire via l'isolation, c'est des coûts qui deviennent extrêmement chers. Et l'optimum que l'on constate, c'est que la meilleure façon financière pour arriver à des très faibles consommations, c'est une bonne enveloppe et un bon système. Comment arriver à... Et donc, sur la suite de la présentation, vous verrez un exemple de ça, c'est-à-dire qu'on peut faire pour un investissement moindre qu'une maison passive, on peut faire beaucoup mieux, on peut consommer 15 fois moins en investissant moins dans la maison. Donc on peut faire moins cher et beaucoup plus performant. Dans le collectif, on a des exemples qui montrent que, des exemples pas très loin d'ici, à Rouen, alors pas très loin vu au niveau de la France et en proximité de climat, où on est capable, en chauffant un collectif, 3000 m² chauffés, d'arriver à des factures énergétiques de 80 € et le peu d'énergie qui est resté est complété par une chaudière gaz. 80 € chauffage et eau chaude par an sur 40 appartements à Rouen, avec un chauffage solaire. Et en termes, lorsque j'ai échangé avec le bailleur social, il m'a dit 3 choses et une dernière. Il m'a dit, au niveau charge, on a essayé d'autres solutions. Le solaire, c'est la solution la meilleure. C'est là où j'ai les charges les plus faibles. Donc la meilleure solution pour réduire les charges. Deuxième chose qu'il me dit, l'entretien, un capteur solaire, il n'y a pas de pièces mécaniques en mouvement, il n'y a rien. Chaudière gaz, c'est pas grand-chose. Il m'a dit par rapport aux autres solutions qu'on a testées, c'est celle qui présente les frais d'entretien, de maintenance les plus faibles. Donc, troisième indicateur, l'investissement, qui regarde. Il m'a dit, vu la durée de vie d'un panneau solaire, j'aurais changé une fois la chaudière ou l'autre système ENR que j'ai mis dans les autres immeubles. Donc en solaire thermique, vous avez les trois, l'investissement, les frais de consommation et les frais de maintenance les plus faibles du marché. Et une quatrième chose qu'il a rajouté, c'est pour arriver à être à énergie positive, donc il fallait rajouter du photovoltaïque. Et le fait qu'en solaire, on réduise les consommations aussi et les émissions, eh bien, on avait besoin de mettre moins de panneaux photovoltaïques pour arriver à être à zéro consommation d'énergie. Et du coup, aujourd'hui, on a une solution
qui est certainement une des meilleures et qui passe en dessous des radars, juste parce qu'elle est méconnue. Et parce qu'il faut peut-être prendre un peu de recul et avoir une vision d'ensemble du nouveau bâtiment. Ces solutions-là, comment on peut arriver au zéro émission de carbone à zéro émission? Eh bien, en couplage avec le solaire, on a différentes solutions. On a le gaz. Aujourd'hui, le gaz, en divisant par 3 les consommations, ce bâtiment, il émet extrêmement peu de carbone. Et il faut savoir que si on chauffe à l'électrique, le chauffage à l'électrique est très carboné parce que nos centrales nucléaires, nos centrales éoliennes, photovoltaïques, elles font la baseline et que la saisonnalité, c'est de l'énergie qui est importée ou les centrales au fioul ou au charbon qui démarrent. Donc le chauffage électrique est très carboné. Et donc, aujourd'hui, on a une solution qui permet de réduire par 2 ou par 3 les consommation les émissions de CO2. Et quand on couple avec du gaz, ce gaz, il peut devenir, au fur et à mesure des années, de plus en plus bio, avec du biogaz. Et donc, on peut avoir des solutions qui soient couplées à de l'électricité, où l'électricité qui va rester, elle devient tellement faible qu'elle peut être couverte par du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique. Et on peut arriver à des solutions 100% ENR, tout de suite, immédiatement, et qui vont augmenter leur taux d'ENR dans le temps. C'est ce qu'on va découvrir dans un moment. Quelle est la doctrine qui prévaut? Valérie Laplane, vous voulez intervenir? Excusez-moi, je voulais peut-être faire une contre-proposition à ce que vous avez proposé. J'ai entendu votre souci de vouloir, dans certains cas, ne pas mettre de renouvelables. Ce qui nous paraît important, c'est de mettre... Ça nous paraît quand même important d'imposer la chaleur renouvelable parce que ça doit faire partie des bâtiments de demain. Et pour l'instant, les filières ne sont pas, en tout cas dans le résidentiel collectif, ne sont pas suffisamment habituées à cela. Donc c'est important d'avoir cette obligation. Par contre, on peut très bien avoir une exigence sur la consommation d'énergie primaire, une exigence renforcée si on ne souhaite pas mettre de chaleur renouvelable. C'est une possibilité d'avoir une alternative sans ENR avec un CEP renforcé. Monsieur Le Bannier, vous voulez réagir? Mais quand on déploie une énergie renouvelable, c'est pour diminuer les consommations. Donc pourquoi on ne prend pas ce seuil fort de CEP max bas et y répondre avec des énergies renouvelables? Après, ça dépendra du seuil qui sera proposé dans la prochaine réglementation. Quel seuil faut-il pour que les énergies renouvelables se développent? Et notamment la chaleur renouvelable, parce que j'insiste sur la chaleur renouvelable pour les bâtiments résidentiels. Non, je pense que... Les deux points de vue se défendent, c'est ça? Vous voulez dire un mot? Non. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos intervenants? Monsieur? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Sinon, j'y vais. Désolé. Oui, j'ai une question par rapport à l'isolation. Gaël Parins, installateur. Moi, je remarque que dans le sud, on a une difficulté quand on isole les maisons, c'est la nuit. Et quand on y fait chaud, en BBC, c'est bien, on met de la clim. Donc je ne sais pas si à la fin, c'est une bonne solution. Parce qu'on a ce gros problème de chaleur. Et de plus en plus, qui est énorme. Bon, alors on peut supprimer les enfants, parce que les enfants, ils ouvrent les fenêtres. Je sais pas, il y a des solutions. On n'est pas clean là-dessus. Donc c'est bien isolé, mais je trouve qu'on est arrivé à un seuil qui est devenu complètement aberrant dans nos climats du sud et du sud-est. On n'arrive plus à dormir la nuit. Richard Loyen voulait aussi intervenir. Je prends 2 questions et je vous laisse répondre. Oui, bonjour, Richard Loyen, délégué général d'Enerplan. Question pour Madame Housse. Je voulais savoir comment à la Commission européenne on peut penser qu'on va être efficace sur le NZEB, Net Zero Energy Building, quand on ne définit pas d'exigence minimale. Nous, on a l'expérience en France. Olivier parlait du droit à surconsommer. C'est nos petites affaires françaises. En gros, c'est les RT 2012. On leur a dit, pour le logement collectif, vous avez le droit de consommer plus de 15% que les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Pas beaucoup, on passe à 57,5. Hop, on enlève un poste au chaud efficace et on détruit le solaire. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, si demain l'État français se dit, finalement, la Commission, elle est super cool, NZEB, c'est l'RT 2012, je change rien, les Euro 2020, je mets un petit coup de peinture verte,
je complais à Bruxelles et j'ai fait le job. Il y a des États qui peuvent être encore plus laxistes, se disant ouais, 80 c'est largement suffisant pour moi, etc. Donc voilà, c'est une bonne idée, mais dans l'application concrète, si on laisse faire les États membres, ben, on ne peut pas être sûr qu'ils soient vraiment ambitieux. Deuxième chose sur le côté chaleur renouvelable, dont le critère est important. Dans les maisons individuelles, on a mis dans la RT 2012 une exigence d'ENR. Résultat, 9 chaudières gaz qui se posent sont avec un kit mini PV. Il n'y a pas de solaire thermique. Pourtant, ce qui baisse la composante carbone du gaz, c'est le thermique. Donc, vous voyez, on va mettre une exigence d'ENR. Je suis sûr qu'on aura des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments. Mais qu'est-ce qu'on va faire du carbone? Et par ailleurs, et pour conclure, j'ai hâte de voir la nouvelle ambition du Green Package. On doit passer de 40 à 55. Aujourd'hui, on n'est pas dans la trajectoire du 40. Donc je me demande bien comment on va inventer dans l'année qui vient, parce que c'est 2030, on va avoir 15% d'ambition de plus. Là, il va falloir être un peu coercitif, à mon avis. Madame Rousse, vous voulez répondre brièvement, s'il vous plaît? Ah oui, donc ce n'est pas vraiment possible de définir des valeurs exactes sur le niveau européen parce que c'est tellement la diversité du parc des bâtiments en Europe, c'est énorme. Il y a des diversités climatiques. On a entendu l'intervention de monsieur de l'audience que au sud, c'est impossible d'imposer des mêmes normes d'isolation qu'au nord, parce que voilà, donc il y a trop de variantes pour vraiment imposer quelques chiffres sur le niveau européen. Mais il faut voir ça ensemble avec tout un ensemble de politiques et réglementations qui va pousser les États membres petit à petit, et on espère qu'un peu plus rapidement que jusqu'ici, vers un bâtiment décarboné. Donc, j'aimerais souligner que aujourd'hui, bien sûr, législativement, c'est possible de mettre des solutions de chaleur carbonées, donc de fioul, du gaz, etc. Mais il faut vraiment penser que tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les mesures, doivent être compatibles avec les objectifs de 2030-2050. Et ce sont des investissements qui ont une longue durée. Donc si maintenant on fait une installation de fioul, même si c'est très performant sur le plan efficacité énergétique, parce que c'est un nouveau chaudière, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment intelligent de le faire comme ça? Donc il faut vraiment passer dans la longue durée et donc mettre toutes ces législations ensemble et assurer qu'il y a une cohérence entre les différents objectifs. Et là. Merci beaucoup. Monsieur Le Bannier, 2 mots pour répondre à Monsieur Parence. On isole trop. Moi, je propose qu'on rapatrie les enfants du Sud à Lille. Non, je dis pas du tout que l'isolation c'est une solution à tout. Et effectivement, peut-être que dans l'arc méditerranéen, on isole déjà assez. C'est vrai. Et comme vous avez pu le voir, dans les 3 piliers qu'on propose dans la RE, il y a le confort d'été. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est sur la table et qui est très présent dans les discussions autour de la RE 2020. Et j'espère qu'il va en sortir des exigences fortes pour qu'on ait besoin de moins climatiser puis qu'on construise des bâtiments confortables l'été, oui. Alors malheureusement, on a un programme très riche, ce qui est bien, mais on n'a pas beaucoup de temps pour continuer de prendre vos questions. Donc on va s'arrêter là. On n'a pas pu vous donner une idée précise de la place du solaire thermique dans le bâtiment neuf, puisqu'on n'a pas encore tous les critères en main. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées des négociations. Merci à nos intervenants, merci à tous les 4, on peut les applaudir. Et j'appelle maintenant Romain Ruyard à la tribune, qui va lui cette fois nous parler de l'intégration architecturale et du saisie optimisé. Voilà.
dans les bâtiments neufs, a priori. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Je viens vous faire un point sur ce qu'on a présenté en 2018 sur... Excusez-moi, ah non, c'est pas moi qui commande. Sur la manière, en logement collectif, de faire un nouveau type de solaire. En fait, on s'est rendu compte, côté GRDF, avec lequel on travaille énormément avec la filière, que ce soit des bureaux d'études, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des bureaux d'études, des exploitants, des installateurs, et ceux que j'ai oubliés. Et on s'est rendu compte, au-delà des chiffres qui démontraient quand même une descente depuis le BBC des parts du solaire thermique, qu'on avait intérêt à faire différemment. Donc je suis en logement collectif, je parle évidemment de CESC, chauffe-eau solaire collectif, et par une étude que nous avons fait et que j'ai présentée plutôt largement avec Daniel Munier d'ailleurs de Texol en 2018. Vous pouvez retrouver les slides sur le site de Sokol. Je vous interromps, Romain. Oui. Je ne vous ai pas présenté quand même. Parce que vous étiez venu l'an dernier, on s'est dit tout le monde était là, donc on vous connaît, mais non. Vous êtes responsable efficacité énergétique du CJBAT, le centre d'expertise de GRDF. Donc excusez-moi pour cet oubli, mais il est bien de savoir qui parle tout de même. Vous pouvez reprendre, désolé. Merci. Je voulais vous dire quoi? Oui, que pourquoi on a voulu revoir le chauffe-eau solaire collectif? Ça, c'est vraiment pour nous la question cruciale. Les slides que je vais vous présenter, qui sont une synthèse minime, et bien sûr, on va passer à l'étape de ce qu'on a fait en 2019, c'est qu'on s'est rendu compte que le chauffe-eau solaire collectif a amené des soucis, et les maîtres d'ouvrage ont pu peut-être vous le dire lors de réunions que vous faites avec eux, des questions de surdimensionnement, donc des questions sur le fait que les panneaux caramélisé, donc que ça ne fonctionnait plus. Donc il y a eu un investissement qui avait été colossal pour finalement qu'une chaudière gaz fonctionne à 100%. Ce n'est pas normal. Sokol a fait énormément de choses pour que ça se passe bien. Malheureusement, Chat et Chaudé craint l'eau froide, alors que nous faisons de l'eau chaude, c'est dommage. Alors nous avons voulu voir autrement. Ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle pour les logements collectifs de demain, mais nous y croyons. Alors, est-ce qu'on pourrait afficher tout le slide? C'est possible ou pas? Parce qu'en fait, il y a des choses... Voilà, merci beaucoup. L'année dernière, vous avez dû voir ceci. L'objectif de l'étude au départ, c'était comment faire du solaire hors toit. Parce que le toit, c'est une place qui va devenir cruciale, stratégique, pour le photovoltaïque, pour d'autres choses d'ailleurs. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a une efficience sur le solaire thermique, il y a parfois du surdimensionnement, notamment quand on utilise le logiciel RT pour faire du dimensionnement, grave erreur, je le rappelle, mais on crée du surdimensionnement pour respecter des PLU qui demandent des taux de NR importants. Nous avons voulu le voir différemment en se disant, s'il est hors du toit, donc sur la façade, ou à côté, forcément il y a plus de contraintes. On n'est pas là en se disant, j'ai 80% du toit à couvrir, je vais en mettre 80%. Et là je tombe dans l'erreur, puisque je ne me colle pas aux besoins sanitaires, qui est quand même le truc qui est là pour refroidir le panneau, et qui fait que ça ne dysfonctionnera pas dans le temps. Donc la solution que nous proposons, enfin il y en a deux d'ailleurs, c'est une solution numéro 1 où le panneau est légèrement sur le côté d'une fenêtre et un autre où on est en casquette solaire. L'intérêt de ces deux solutions, c'est que l'appareil gaz, il devient individuel, il est au proche de ce panneau-là, le linéaire, les métrés sont courts, contrairement au CESC, où je vous le rappelle, on capte là-haut, on redescend la majorité du temps tout en bas, pour remonter dans les logements pour distribuer, donc moins de pertes. Et puis on fait quelque chose de simple. Et ça, je pense qu'en solaire thermique, on n'a pas su faire quelque chose de simple. Je parlais de Sokol, mais je parle de CJBAT aussi. CJBAT, on a énormément fait, ou tenté de faire des choses pour faire simple, d'une schémathèque, comme Sokol, des fiches pour expliquer aux bureaux d'études, aux installateurs, aux exploitants comment faire mieux. Mais voilà, les parts de marché ont démontré que ça n'avait pas remonté. Donc, proposition, elle n'est pas, c'est pas pour résoudre tous les problèmes du monde, mais voilà. L'année dernière, Daniel Munier nous avait expliqué que le taux de couverture de cette solution technique, qu'on soit de la zone H1 à la zone H3, avait un taux de couverture de l'ordre de 45 à 70% selon la technologie, donc soit panneau légèrement incliné, soit casquette. Voilà.
Et donc, le développement sont en cours avec les fabricants. On va en reparler juste après. À titre d'information, moi, personnellement, j'aime bien celle de droite parce qu'elle vient aussi gérer le confort d'été. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Ouais, autre slide. Bah, je crois que là, pour le coup, c'était pourquoi faire du solaire thermique différemment que le collectif. Voilà, j'ai répondu. Hein. Je peux passer. Donc là, je vais prendre la parole pour les fabricants et j'ai eu leur autorisation pour ça. Je les salue d'ailleurs. Nous travaillons avec 2 fabricants, de Dietrich d'un côté, ELM et Heliofrance de l'autre. Le slide d'après, ça sera l'autre technologie. Est-ce qu'on peut revenir sur le premier? Ce que propose de Dietrich, c'est de repartir sur leur saisie optimisée qu'ils installent en maison individuelle pour la partie thermique, pour la partie intérieure. Pour la partie extérieure, on est sur quelque chose qui est très intéressant. C'est que qu'est-ce qui fait que l'architecte pourrait mettre un coup de frein? C'est la beauté du bâtiment. Et le panneau en soi, il est beau, mais c'est l'aspect supportage qui parfois n'est pas forcément magnifique. Et bien là, moi je salue la société de Dietrich qui a su faire quelque chose de sympathique sur la partie supportage, où on n'est pas sur des équerres classiques, voilà, où on pourrait voir les vis se corroder dans le temps. On est sur quelque chose d'intégré, où l'aspect supportage est bien géré. Autre solution technique avec ELM et Heliofrance. Là, on se retrouve à avoir quelque chose qui va permettre une couverture de champ plus importante sur le linéaire. Et quand on regarde le bâtiment dans sa globalité, les choses sont masquées. Et donc, on salue la performance. C'est peut-être un petit peu compliqué. Non, vous allez voir, c'est très simple. En fait, il ne faut pas le lire. En fait. C'est ça qui est important. Nous sommes maintenant dans la logique de faire un truc que tout le monde fait. C'est-à-dire que nous avons pour objectif de faire de cette solution technique une bête RT. Alors je m'explique, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il ne fallait surtout pas dimensionner avec la RT. Mais alors justement, l'idée c'est de ne pas dimensionner en fait. C'est que c'est un kit où l'ensemble, le fabricant est responsable de tout, que ce soit du dimensionnement du panneau, du dimensionnement du volume du ballon, de la puissance de l'appareil gaz, etc., etc. Mais par contre, on voudrait bien qu'on ne se soit pas trompé en amont sur les dimensionnements. Donc quand je dis d'en faire une bête RT ou une bête RE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe l'ensemble des paramètres à la moulinette pour se dire à quel niveau de taux d'ENR je vais être si je suis en AEP-ENR ou en RER. Alors en gros, si je suis dans un monde RT 2012, vous savez, en maison, on a le 5 kWh par mètre carré par an, je l'appellerai AEP-ENR, c'est son nom dans la RT. Mais peut-être que demain, on va être dans un monde du RER, ratio d'énergie renouvelable. Donc on essaye avec le centre de R&D de travailler pour faire en sorte que les 2 paramètres puissent être à des valeurs acceptables, ou en tout cas assez hautes, bien que, comme l'a dit Valérie Laplagne, nous ne savons pas aujourd'hui où nous allons arriver en termes d'exigence. Ce qui fait que par rapport à 2018, où classiquement, me connaissant, j'ai été très ambitieux sur la sortie d'un tel produit. Tout ça a pris du retard, mais aussi parce qu'on ne peut pas se dire à des fabricants il faut sortir ça alors qu'on ne connaît pas les exigences en face. Et puis parce qu'on pensait que les exigences allaient sortir plus tôt. Bref, on voit là-dedans que la technologie du panneau est importante, que la performance du panneau est importante, que le calorifuge sur un ballon est important, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est mieux d'avoir peu de calorifuge sur un ballon que beaucoup, puisque si on est en ratio d'énergie renouvelable et qu'il y a des dépairs sur le ballon, forcément, il va y avoir dissipation d'énergie thermique renouvelable, et ça va nous faire monter légèrement les AEP, ENR ou RER. Bref, voilà, nous en sommes là, à regarder quelles sont les briques à toucher pour faire en sorte que ceci soit une solution de type bête RT, mais aussi d'avenir, puisque quelque part, je mets de cette solution technique, je passe les exigences et tout va bien. Oui, merci de me faire avancer, vous avez tout à fait raison. Oui, non, mais je... Donc l'objectif, c'est d'être en essai réel en 2020, avec un été durant la mi-saison jusqu'à l'été, pour en espérant réellement sortir une offre commerciale en 2021, puisqu'on aura les seuils, puisque la RE sera sortie, puisque tout le monde aura fait tourner ses tirs, ainsi que le GT applicateur. Voilà. Donc, je fais encore un appel à ceux qui voudraient se lancer avec nous là-dedans. Nous sommes GRDF, nous n'avons pas de ligne de production de panneaux solaires thermiques, ni d'appareils gaz. Par contre, dans le cadre de notre mission de service public, on a pour intérêt de développer le gaz naturel. Et donc, je refais encore un appel, comme je l'ai fait en 2018. Si vous voulez nous rejoindre
dans cette démarche, vous fabricants de panneaux ou fabricants d'appareils gaz ou l'ensemble, n'hésitez pas à venir me voir à la pause. Et pour en discuter, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Romain Ruyard. Alors vous aurez effectivement tout le temps de lui poser des questions à la pause parce qu'il faut qu'on avance pour qu'on puisse profiter de cette pause justement. Merci beaucoup.